Être en couple, et surtout le rester, c'est traverser avec son ou sa partenaire les différentes étapes du cycle de vie, traverser les crises, déjouer les pièges, et parfois affronter et dépasser les problèmes qui pourraient se présenter. En thérapie, avec l'expérience, on rencontre des types de problèmes qui sont des véritables poisons pour le couple s'ils ne sont pas traités. Le docteur Rinaldo Peron, dans sa pratique, a identifié 4 grands types de dysfonctionnements qui menacent les couples. Il les a appelés les 4 I, puisque la première lettre à chaque fois est un I. Et on va commencer aujourd'hui avec le premier I, qui est celui de l'incivilité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la série qu'on a entamée il y a quelques vidéos de cela à propos du couple, et on s'intéresse aujourd'hui aux 4 grands types de dysfonctionnements qui menacent les couples. Donc comme je l'ai dit en introduction, cette conceptualisation est celle du docteur Rinaldo Peron et il les appelle les 4 I puisqu'il y a un grand I majuscule devant chacun des 4 termes qui définissent les 4 grands types de problèmes. Aujourd'hui on va parler du premier, c'est-à-dire l'incivilité, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être les suivants. De votre point de vue, quels sont les 3 autres grands types de dysfonctionnement qui commencent par la lettre I et qui peuvent représenter une menace importante pour le couple. Je suis très curieux de voir si certains d'entre vous peuvent trouver les 3 autres, bien évidemment toutes les personnes qui ne connaissent pas déjà cette conceptualisation. Alors pour commencer, qu'est-ce que le docteur Rinaldo Peron appelle l'incivilité? Historiquement, je crois qu'avant, il appelait plutôt ça impolitesse. Ce sont 2 choses qui sont liées, mais techniquement, ça représente à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est l'idée que certaines personnes semblent ne pas avoir les codes sociaux élémentaires de vie en société à l'intérieur de leur couple. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les connaissent pas et qu'ils ne sont pas capables de les appliquer dans la collectivité, mais à l'intérieur du couple, c'est comme s'ils lâchaient les vannes, c'est comme s'ils sentaient que tout est permis dans cet espace-là. Ce que nous dit le docteur Peron, c'est que souvent ce sont des personnes qui ont eu l'expérience, par exemple quand ils étaient enfants, ça peut être par exemple l'enfant préféré de sa maman ou de son papa, et à qui on va laisser faire tout un tas de choses, et donc du coup va commencer à se construire dans l'esprit, dans la représentation du monde de cet enfant, qu'à l'intérieur de la famille, il peut faire tout ce qu'il veut. Et ça peut se représenter de plusieurs manières. Ça peut être des injures, du manque de respect, ça peut être un manque de pudeur, ou un non-respect de la propreté des lieux ou de son propre corps. Et bien souvent, ce sont des choses qui vont être faites au nom de la spontanéité. C'est-à-dire que ça va être dit comme étant quelque chose qui est inhérent à la nature de la personne. Ah bien moi je suis comme ça. Ou alors tu me vois dans l'espace du couple tel que je suis, naturel, spontané. Et ça c'est quelque chose qui progressivement peut amener l'autre à être dégoûté de ce type de comportement. Et ce sont des éléments qui peuvent même se manifester dans le cadre de la thérapie. Si par exemple vous avez une personne qui va sans aucun problème, en plein milieu de la séance, se lever, sortir, revenir, ou aller passer un coup de téléphone, répondre à ses textos, vous voyez, ce sont des impolitesses, ce sont des petites incivilités, et ça va être extrêmement important, en tout cas c'est le conseil que nous donne le docteur Peron, de venir les relever et de bien dire qu'il s'agit d'un problème d'impolitesse. Il en donne un exemple clinique dans une des interviews que vous pourrez retrouver de lui sur la chaîne, dans laquelle il explique comment il utilise une métaphore pour pouvoir effectuer un certain type de recadrage, pour pouvoir présenter la situation sous un angle différent à son client. Et il utilise la métaphore sphinctérienne en disant c'est comme s'il y avait un défaut sphinctérien, comme si vous n'arriviez pas à retenir ce qu'il y a à l'intérieur pour que ça n'aille pas salir les autres. Vous voyez, c'est un recadrage qui ne fait pas passer ça sous le versant de la spontanéité, mais qui le fait passer sous le versant du manque de contrôle. L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on peut bien penser tout ce que l'on veut, mais on ne peut pas dire tout ce que l'on pense. Parce que ce que l'on dit, nos paroles, nos actes, ont des conséquences sur nos proches, sur les personnes qui nous entourent. Et que je ne peux pas dire des choses ou avoir des comportements, par exemple avec une agressivité exacerbée, venir insulter mon compagnon, venir insulter mes enfants, et puis ensuite venir leur dire que je suis comme ça, et que je suis spontané, que je suis naturel, qu'on me connaît. Et là où il peut commencer à y avoir un danger, c'est si cette narrative-là vient coloniser toutes les autres personnes de la famille. C'est-à-dire si une personne commence à être reconnue par tous comme pouvant dire ou pouvant faire tout un tas de choses et qu'on ne lui en tient pas rigueur par la suite, parce qu'on estime que ce n'est pas de sa faute, ou que ça fait partie de sa personnalité. Et il peut être important de se rappeler que peu importe les événements de vie, il n'y a rien qui ne justifie ou qui ne valide le fait d'être insultant, le fait d'être impoli, le fait d'exercer des incivilités sur nos proches.
Donc le traitement de ce problème en thérapie exige une approche spécifique, éducative et explicative. Les personnes peuvent penser ce qu'elles veulent, mais elles ne peuvent pas dire ce qu'elles veulent. Il s'agit de transmettre un modèle de communication basé sur le respect et sur l'estime de chacun, ainsi que sur une augmentation de leur capacité de contenance. Et c'est très important que le thérapeute puisse venir nommer ça pour ne pas, d'une certaine manière, se faire entraîner dans l'explication du client vis-à-vis des raisons pour lesquelles est-ce qu'il agit comme il agit, puisque si on ne vient pas l'expliciter comme étant de l'impolitesse à ce moment-là, c'est comme si on cautionnait cet état de fait. C'est extrêmement important de dire que l'intervention du thérapeute doit se faire avec tact et finesse. Ça paraît comme une évidence, mais quand on va venir dire des choses comme ça, dire qu'il s'agit, d'après nous, en tout cas on observe, un problème d'incivilité ou un problème d'impolitesse, il va falloir le faire d'une manière très subtile. Et il peut y avoir une nuance qui est apportée par le thérapeute dans la mesure où dans la famille, il peut y avoir une forme d'acceptation inconditionnelle des autres, mais uniquement dans la mesure où cette acceptation ne se fait pas au détriment de la dignité d'un des membres. Et c'est très important que le thérapeute n'accepte pas d'emblée des explications qui seraient de l'ordre de « Eh bien, moi je suis méditerranéen, ou j'ai le sang chaud, alors je suis comme ça, c'est comme ça qu'on fonctionne dans ma famille, ou moi ça fait partie de ma personnalité. » Eh bien non, c'est très important de dire que le fait d'avoir cette capacité de contrôle, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'exerce. Le docteur Perron a l'habitude de dire que le respect est un dû. Ce n'est pas quelque chose qui doit se gagner, peut-être à la différence de la considération. Ça veut dire que personne ne peut se soustraire à l'obligation morale de respecter l'autre, quand bien même lui-même par le passé n'a pas fait l'expérience d'avoir été respecté. C'est-à-dire que bien que ça puisse expliquer le comportement, ça n'est pas pour autant que ça vient le valider et qu'on doit l'accepter. Ça, c'est quelque chose dont on reparlera très bientôt sur la chaîne, notamment quand on abordera le concept de légitimité destructive. Maintenant, deux termes qui peuvent être intéressants à différencier, notamment quand on va travailler autour de la notion de respect, et qui peuvent être très utiles pour les thérapeutes dans le cadre de l'exercice de leur travail, c'est la différence entre l'inacceptable et l'inadmissible. L'inacceptable, ça va être tout ce que, en tant que personne, en tant qu'individu, je ne peux pas accepter en fonction de mes principes, en fonction de ma construction du monde, de ma perception de la situation. Pour moi, c'est inacceptable. Alors que l'inadmissible, ça va avoir rapport avec quelque chose de contextuel. L'inadmissible a à voir avec des normes, avec des valeurs collectives, des valeurs sociales. Il est possible, par exemple, pour le thérapeute, de dire que quelque chose est inadmissible, que de manière générale, ça ne peut pas s'admettre. Par exemple, un comportement violent à l'égard d'un enfant, l'inceste, par exemple les comportements pédophiles, ce sont des choses qui sont de l'ordre de l'inadmissible. Cet inadmissible peut être énoncé par une personne extérieure, alors que l'inacceptable ne peut être énoncé que par soi-même en tant que personne propre. Et en tant que thérapeute, il peut être intéressant de s'appuyer sur cette distinction entre l'inadmissible et l'inacceptable. Et aborder cette question, notamment la question du manque de respect, est quelque chose qui peut être très porteur dans la thérapie, notamment parce qu'on va venir s'appuyer sur les moments d'exception, sur les moments dans lesquels on a la sensation, dans lesquels on fait l'expérience du fait qu'il y ait du respect dans le couple ou dans la famille. Et toute l'idée, ça va donc être de développer cette zone d'influence, cette zone d'exercice du respect. Et un des enjeux qui peut être très important justement en venant nommer ces choses-là, c'est de bien montrer qu'il n'y a pas une alliance implicite qui va se créer par exemple avec un des membres de la famille au détriment des autres. Puisque si jamais il y a une personne qui vient manquer de respect aux autres et que le thérapeute ne dit rien, qu'il accepte ça, c'est comme si d'une certaine manière, il faisait alliance avec la personne qui manque de respect. Mais ensuite, lorsqu'il va être question de travailler avec la personne qui, elle, était la victime de ce manque de respect, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour le thérapeute à ce moment-là. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier grand dysfonctionnement de couple qu'est l'incivilité. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez travailler avec les personnes que vous accompagnez? Bien évidemment, encore une fois, avec beaucoup de tact et avec beaucoup de respect. Faites vos paris en ce qui concerne les 3 prochains i, et en attendant de vous retrouver justement pour le prochain, prenez bien soin de vous.